Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on dit souvent qu'en franc-maçonnerie, certaines questions ne se posent pas. Pas parce qu'elles sont interdites, mais parce qu'elles dérangent. Alors elles restent dans les têtes, elles alimentent les fantasmes, elles créent le malaise. Aujourd'hui, on va oser les poser. 7 questions, celles que tout le monde pose et celles que personne n'ose formuler. Réseau d'influence, pouvoir politique, secret, manipulation, transformation. Et attention, la 5e est celle qui fait le plus peur. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez voir qu'aucune question n'est interdite, mais que certaines réponses demandent de la nuance. Juste avant de commencer, si vous cherchez une approche sérieuse, historique et sans fantasme de la franc-maçonnerie, likez et abonnez-vous maintenant. Ici, on distingue les rites, on distingue les obédiences, on distingue les mythes des faits. Chaque semaine, nous clarifions ce que d'autres entretiennent dans le flou. Et si vous envisagez une démarche, ces vidéos peuvent vous éviter d'importantes erreurs. Allez, on commence. On passe à la première question. Est-ce que la franc-maçonnerie est un réseau d'influence ? C'est la question la plus répandue. Autrement dit, entre maçons, s'entraide-t-on pour réussir ? Il faut distinguer deux choses, la fraternité et le favoritisme. La fraternité existe, elle est même centrale. Un maçon appelle un autre « mon frère ». Cela implique respect, écoute, solidarité morale. Mais cela n'implique pas un piston organisé. Les loges ne sont pas des clubs d'affaires, elles ne sont pas des réseaux professionnels structurés. Elles ne distribuent ni postes ni contrats. Historiquement, les obédiences modernes, qu'il s'agisse du rite écossais ancien et accepté, du rite français, du régime écossais rectifié ou encore du rite d'York, n'ont jamais fonctionné comme des chambres de commerce secrètes. Une loge travaille sur des symboles, pas sur des marchés. Alors d'où vient cette idée ? Elle vient d'un fait simple. Quand des personnes se connaissent, elles peuvent se recommander, comme dans toute association humaine. Mais cela relève de relations individuelles, pas d'un système organisé. Il faut aussi comprendre la diversité sociale des loges. Certaines regroupent des artisans, d'autres des enseignants, d'autres des cadres, mais aucune obédience sérieuse ne structure un réseau économique interne. Le mythe du réseau d'influence suppose une coordination centrale. Or, il n'existe pas d'hiérarchie mondiale unique, il existe des obédiences indépendantes, avec des visions différentes et parfois même en désaccord. Enfin, rappelons un point essentiel, la maçonnerie impose un travail symbolique exigeant. Des tenues régulières, des planches, des études, ce n'est pas l'environnement idéal pour monter des stratégies professionnelles secrètes. La fraternité peut créer de la confiance, mais la confiance n'est pas un complot. La nuance est importante, car confondre solidarité humaine et trafic d'influence alimente les fantasmes, et les fantasmes empêchent de comprendre. On passe à la question numéro 2, les francs-maçons contrôlent-ils la politique ? Cette deuxième question est encore plus explosive. Les francs-maçons contrôlent-ils la politique ? L'histoire montre une réalité simple. Alors oui, des francs-maçons ont occupé des fonctions politiques, que ce soit en France, aux États-Unis ou encore en Europe. Mais cela ne signifie pas qu'il existait un pouvoir secret coordonné. Il faut distinguer une présence individuelle et une organisation collective. Un homme politique peut être maçon, cela relève de son engagement personnel. Mais la loge ne devient pas pour autant un gouvernement parallèle. Les obédiences sont des structures administratives, elles gèrent les loges, les cotisations, les calendriers, mais elles ne dirigent pas des États. Historiquement, il est vrai que certaines obédiences ont pris des positions sur des sujets de société. C'est notamment le cas au rite français pratiqué dans les obédiences libérales, comme le Grand Orient de France. Mais d'autres, comme celles travaillant dans la tradition du régime écossais rectifié ou du rite d'York, ou même du rite ancien et primitif de Memphis-Misraïm, privilégient une approche plus spirituelle et beaucoup moins politique. Il n'existe donc pas une franc-maçonnerie, mais il existe des francs-maçonneries. Le fantasme du gouvernement mondial suppose une coordination universelle. Or, les obédiences ne se reconnaissent pas toutes entre elles. Certaines se considèrent régulières, d'autres non. Certaines rompent même toute relation. Il n'y a pas de chef suprême planétaire. Il y a des juridictions autonomes. Autre point souvent ignoré, la majorité des maçons sont des citoyens ordinaires, enseignants, commerçants, retraités, cadres, artisans. Ils débattent sur des symboles, pas de stratégie géopolitique. Le mythe du contrôle politique repose souvent sur une confusion. Voir des figures historiques maçonnes ne signifie pas que la maçonnerie dirigeait leurs décisions. Un engagement personnel ne devient pas un complot institutionnel. Encore une fois, cette nuance change tout, car confondre influence culturelle et domination organisée nourrit l'imaginaire complotiste. Et l'imaginaire complotiste empêche d'analyser les faits de manière neutre. On passe à la troisième question, pourquoi autant de secrets ? Alors cette troisième question est plus subtile. Pourquoi autant de secrets en franc-maçonnerie ? Que cache-t-on réellement ? Il faut d'abord distinguer deux types de secrets, le secret administratif et le secret initiatique.
Le secret administratif concerne les membres, les débats internes, la vie des loges. Il protège la liberté de parole. Un maçon doit pouvoir s'exprimer sans crainte sociale ou professionnelle. Ce type de discrétion existe dans beaucoup d'associations. Mais le secret initiatique est différent. Il ne protège pas une information stratégique, il protège une expérience. L'initiation repose sur un vécu symbolique, un passage, une mise en situation. Si l'on explique tout à l'avance, l'expérience perd sa force. Le secret devient alors pédagogique. Il crée un choc, une rupture, un questionnement intérieur. Historiquement, les sociétés initiatiques européennes ont toujours fonctionné ainsi. Les rites maçonniques actuels, qu'il s'agisse du RE2A, du rite français, du RER ou du rite d'York, ont conservé cette structure. Le silence n'est donc pas une stratégie de dissimulation politique, il est un outil symbolique. Enfin, rappelons un point essentiel. Rien n'empêche un maçon de parler de la philosophie générale, des valeurs, du fonctionnement global, comme je le fais sur cette chaîne. Ce qui demeure réservé, ce sont les formes rituelles. Et ces formes ne sont pas cachées pour dominer, elles sont préservées pour transmettre. La nuance est encore une fois fondamentale, car confondre secret initiatique et secret conspiratif déforme complètement la réalité. À ce stade, on comprend une chose. Ce qui dérange le plus, ce n'est pas le secret, c'est le flou. Beaucoup de personnes s'intéressent à la franc-maçonnerie. Elles lisent, elles regardent des vidéos, elles hésitent. Puis elles abandonnent. Pourquoi ? Parce que le parcours paraît complexe. Choisir une obédience, comprendre les différences entre RE2A, rite français, RER ou rite d'York, rédiger une lettre cohérente, passer des entretiens, vivre les enquêtes. Cette complexité n'est pas mystérieuse, elle est simplement structurée. C'est précisément pour clarifier ce chemin que j'ai conçu l'e-book gratuit, le guide du profane moderne. Il pose les bases, il évite les erreurs classiques, il aide à comprendre avant d'agir. Et pour ceux qui veulent un accompagnement plus approfondi, la formation va encore plus loin. Elle décrypte les étapes administratives, elle explique les différences symboliques et elle vous prépare concrètement. La franc-maçonnerie n'est pas opaque, elle demande simplement d'être comprise avec méthode. Et si ça vous intéresse, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, on passe maintenant à la question numéro 4. Que se passe-t-il vraiment pendant l'initiation ? C'est la question centrale. Que se passe-t-il vraiment pendant une initiation ? On imagine souvent une cérémonie étrange, un rite spectaculaire, un engagement irréversible. La réalité est beaucoup plus subtile. L'initiation maçonnique repose sur une structure symbolique universelle. Une rupture, un passage, une renaissance. Le candidat traverse une mise en situation, il est placé face à lui-même, face à ses peurs, face à ses limites. Ce n'est pas une épreuve physique, c'est une expérience intérieure. Chaque rite possède ses propres formes. Au RE2A, la dramaturgie insiste sur la quête de lumière progressive. Au rite français, la structure est plus épurée, plus philosophique. Au RER, le régime écossais rectifié, la dimension chrétienne et chevaleresque est plus marquée. Au rite d'York, notamment dans sa tradition anglo-saxonne, l'accent est mis sur la continuité biblique et symbolique. Malgré ces différences, le schéma reste identique. Le profane entre dans un espace symbolique, il traverse un questionnement et il ressort transformé par sa perception. Rien n'est imposé par la force, tout repose sur le consentement. Avant l'initiation, le candidat peut se retirer. Pendant le processus, il est guidé. Après, il reste libre. Le silence autour de cette cérémonie ne vise pas à protéger un secret stratégique. Il protège l'impact psychologique. Si l'on connaît chaque détail à l'avance, l'effet disparaît. L'initiation fonctionne comme un miroir. Elle ne donne pas des réponses magiques, elle pose des questions, elle marque un seuil. Ce seuil n'est pas surnaturel, il est symbolique. Et c'est précisément cette dimension symbolique qui dérange ceux qui cherchent un pouvoir caché, car il n'y a pas de pouvoir caché, il y a juste un travail intérieur. Allez, on passe maintenant à la question numéro 5. Est-ce qu'on essaye de me manipuler ? C'est la question qui fait le plus peur. Et si tout cela n'était qu'une forme de manipulation ? Rituel, symbole, silence, engagement. Vu de l'extérieur, cela peut impressionner. Mais il faut distinguer une mise en scène symbolique et emprise psychologique. La manipulation suppose une contrainte invisible, une perte de liberté, une soumission. Or, la franc-maçonnerie fonctionne sur un principe clair, la liberté absolue de conscience. Aucune obédience sérieuse n'impose une orientation politique. Aucune ne contrôle la vie privée. Aucune ne coupe ses membres du monde extérieur. Les tenues ont lieu quelques fois par mois, le reste du temps, chacun vit sa vie. Le rituel ne vise pas à conditionner, il vise à structurer un travail intérieur. Le symbole agit comme un outil pédagogique, il provoque, il interroge, il oblige à réfléchir. La différence est fondamentale. Un système manipulatoire enferme, un système initiatique, lui, questionne.
Bien sûr, comme dans toute organisation humaine, des dérives individuelles peuvent exister, mais elles ne définissent pas l'institution. La règle demeure la liberté. Si un maçon se sent contraint, il peut partir. Et cela nous amène directement à la question suivante, puis-je partir si je change d'avis ? C'est une inquiétude fréquente. Et si je me rends compte que cela ne me correspond pas, est-ce que je peux partir librement ? La réponse est claire, oui. La franc-maçonnerie n'est pas un contrat à vie, elle ne retient personne par contrainte juridique. Un membre peut tout à fait demander sa démission en adressant une lettre. Il régularise sa situation administrative et il quitte l'obédience. Aucune sanction civile, aucune poursuite, aucune interdiction professionnelle, il ne se passe rien. Le mythe de l'impossibilité de partir vient souvent d'une confusion avec des organisations coercitives. La maçonnerie traditionnelle ne fonctionne pas du tout ainsi. Elle repose sur une adhésion volontaire. Entrer est un choix, rester est un choix, et partir est un choix. Il existe parfois une dimension émotionnelle, ça c'est vrai. Quitter une loge, c'est quitter un groupe humain, des frères, des habitudes. Mais cela relève du lien affectif, pas de la contrainte. Il faut aussi comprendre que le doute peut faire partie du parcours initiatique. Certains traversent des périodes de remise en question. Cela ne signifie pas un échec, cela signifie maturation. La liberté demeure le principe central, et sans liberté, il n'y aurait pas d'initiation. Passons maintenant à la dernière question, est-ce que je vais vraiment changer grâce à la franc-maçonnerie ? C'est la question la plus intime. Beaucoup imaginent une transformation spectaculaire, comme si l'initiation déclenchait un déclic immédiat. La réalité est plus exigeante. La franc-maçonnerie ne transforme pas par magie, elle propose une méthode, un cadre régulier, des symboles, des rituels répétés, un travail personnel. Le changement n'est pas instantané, mais il est progressif. À chaque tenue, le maçon écoute, il réfléchit, il rédige, il prend la parole, il confronte ses idées à celles des autres. Ce processus agit lentement, il développe l'esprit critique, il affine la capacité d'analyse, il oblige à la cohérence entre parole et action. Le symbole agit comme un miroir, il ne donne pas de réponse toute faite, il renvoie à soi-même. Dans certains rites, comme le RE2A, la progression graduelle sur plusieurs degrés accentue cette lente maturation. Au rite français, l'approche plus rationaliste structure une réflexion philosophique. Au RER, la dimension spirituelle nourrit une introspection morale. Au rite d'York, la continuité biblique donne une profondeur narrative particulière. Mais quel que soit le rythme, la transformation dépend du travail fourni par le maçon. Un maçon passif ne change pas. Un maçon engagé, lui, évolue. La franc-maçonnerie n'est pas un refuge, c'est un laboratoire intérieur. Elle ne promet pas la réussite sociale, vous l'aurez compris. Elle ne promet pas un pouvoir caché, j'espère que vous l'avez compris également, mais elle propose une discipline. Et cette discipline, pratiquée avec constance, finit par modifier la manière de penser. Le changement n'est donc pas imposé, il est choisi, et c'est précisément ce choix répété qui produit la transformation. Alors en conclusion, je pourrais dire qu'aucune de ces questions n'est interdite. Elles sont simplement mal posées. La franc-maçonnerie ne vit pas du secret, elle vit du symbole. Elle ne vit pas du pouvoir, elle vit du travail intérieur. Si vous envisagez une démarche, informez-vous avec méthode. Et si vous voulez comprendre comment entrer concrètement, regardez maintenant la vidéo qui s'affiche dans un coin de votre écran sur le choix de l'obédience, car comprendre les différences change tout. Je vous rappelle également que vous avez les liens vers l'e-book gratuit et la formation dans la description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur le chemin du profane.